Un petit groupe de mineurs de charbon avait creusé dans une crête sèche, près d'une petite voie ferrée oubliée, vivant de haricots, de pain dur et de l'espoir d'un salaire régulier en hiver. Le travail était ordinaire jusqu'au moment où leurs pics ont percé une poche cachée d'espace vide profondément sous la colline. Des marques étranges dans la poussière, des gravures dans la pierre pâle, un air qui n'avait pas bougé depuis des âges. Cette nuit-là, le sol a commencé à frapper depuis sous le plancher du baraquement. Tout ce qui vivait sous cette crête n'était plus en sommeil. Avant de continuer, assurez-vous de laisser un like et dites-nous d'où vous regardez. Merci. Je me souviens encore du goût de la poussière de charbon sur ma langue cet hiver de 1906 et de la façon dont elle recouvrait ma bouche, peu importe combien d'eau je buvais. Nous étions à 30 miles d'un petit camp du Nevada qui n'existe plus maintenant. Une bande de planches de bois et de tentes en toile autour d'une petite voie ferrée à voie étroite. Les hommes l'appelaient le camp sec numéro 3. Pour moi, ce n'était qu'une rangée de murs minces qui tremblaient dans le vent et un lit où mes pieds sortaient de l'air froid. J'étais venu de l'Utah cet automne, à la recherche d'un salaire régulier. Les mines de cuivre avaient renvoyé des hommes, et j'avais entendu dire que la veine de charbon sous les collines du Nevada était épaisse et près de la surface. Quand je suis arrivé, les équipes creusaient déjà dans une basse crête de pierre grise qui s'élevait derrière le camp. Le directeur de la compagnie, un petit homme nommé Briggs avec une lourde chaîne de montre, a dit que nous serions riches en 1 an et partis en 2. Il souriait toujours quand il le disait, bien que je ne l'ai jamais vu descendre dans les puits. Il y avait 6 hommes dans mon équipe. Je partageais un lit à côté d'un grand Irlandais nommé Connolly, dont la barbe ne poussait jamais régulièrement et laissait des plaques pâles sur ses joues. Il faisait des blagues grossières et fredonnait en travaillant. À côté de lui dormait un ouvrier mexicain nommé Alvarez, qui avait travaillé l'argent à Virginia City et disait que ce charbon sentait étrange pour lui aussi, trop sec et aigre. Il y avait un jeune garçon que nous appelions Sparrow, pas plus de 16 ans, qui avait menti et dit qu'il avait 18 ans pour que la compagnie l'embauche. Il avait les mains rapides et des yeux grands qui essayaient de paraître plus vieux qu'ils ne l'étaient. Les 2 derniers étaient des frères du Kansas, Ellie et Thomas Ward, larges d'épaules, des hommes silencieux qui fumaient du tabac bon marché et se tenaient à l'écart. Nos journées étaient simples au début. Nous nous levions avant l'aube, mangions des haricots et du pain rude à la cuisine et marchions sur la piste étroite jusqu'à l'entrée de la galerie principale. Une ouverture sombre creusée dans la hillside, encadrée par du bois brut et des stériles empilés. L'air à l'intérieur était froid et immobile. Des lampes pendaient à des clous près de l'entrée, et chacun d'entre nous en prenait une, vérifiait la mèche et l'allumait avant d'entrer dans le tunnel. La lumière avait toujours l'air mince là-dedans, et s'arrêtait rapidement contre la roche, mais c'était suffisant pour voir les rails dans les murs grossièrement coupés. Ces premières semaines ont passé de façon habituelle. Nous avons coupé, chargé les wagons et les avons poussés à la surface où l'équipe de mulets les traînait jusqu'à la tour de triage. Il y avait des éboulements de toit et des humeurs irritables, et le genre de disputes qui se produisent quand les hommes travaillent à proximité les uns des autres, mais rien de pire que ce que vous trouvez dans n'importe quelle mine. Si quelqu'un parlait des histoires que les familles chochonnées racontaient autour de leurs feux hivernaux, je ne l'ai pas entendu. Tout ce que je savais, c'était qu'elle tenait éloignée de la crête et nous regardait de loin quand elle venait faire du commerce. C'était Alvarez qui a d'abord mentionné les espaces cachés dans la colline. Un soir après le souper, un vent froid descendit de la crête et chassa la plupart des hommes dans le baraquement. Les lanternes se balançaient sur leurs crochets et le poêle au centre brillait rouge. Alvarez était assis sur le bord de son lit, les bottes enlevées, se massant les épaules, et a dit que le charbon ne reposait pas bien dans la colline. Il a dit qu'il y avait des creux derrière la veine, des espaces vides qui changeaient le son du pic quand on frappait. De vieilles roches avec des trous, a-t-il dit dans son anglais rude. La colline n'est pas solide. Elle a de nombreux endroits vides,
Connelly a ri et a demandé ce qui était supposé avoir fait ces trous. Alvarez a seulement haussé les épaules et a regardé les planches du plancher. Sparrow écoutait avec un visage sérieux, de la façon dont un garçon écoute quand il veut que les hommes pensent qu'il est adulte. 2 jours plus tard, nous avons percé la première poche. Nous étions à 100 yards à l'intérieur à ce moment-là, suivant la veine vers le bas. L'air était devenu plus chaud et lourd d'humidité. Ma chemise collait à mon dos tandis que je balançais le pic, et la lumière de la lampe tremblait à chaque coup. Je me souviens d'avoir entendu un changement sourd dans le son, une note creuse, puis mon pic s'est enfoncé dans l'espace ouvert. De l'air froid s'échappa sur mes mains, sec et rassis à cause d'un long enfermement dans la roche. Nous nous sommes tous arrêtés à la fois. Pour un moment, il n'y avait que le sifflement de nos lampes et le goutte-à-goutte lent de l'eau quelque part au loin. Puis Connelly s'est avancé à côté de moi, a tenu sa lampe près du trou et a regardé à travers. De l'autre côté était l'obscurité, plus profonde que le tunnel autour de nous. Nous avons élargi l'ouverture avec précaution, en frappant des morceaux de charbon jusqu'à ce qu'un homme puisse se glisser à travers. Briggs n'a pas tardé à venir après que nous ayons envoyé Sparrow le chercher. Il est arrivé dans une chemise propre avec une écharpe autour du cou et une lampe qui n'avait jamais vu la poussière froide. Il a regardé dans l'écart, a reniflé l'air et a demandé jusqu'où la cavité pouvait s'étendre. Aucun d'entre nous ne pouvait dire. Il s'est frotté le menton et nous a dit de ne pas rester là à deviner. Il voulait un relevé du vide avant le prochain quart de travail. Si c'était grand, a-t-il dit, il pourrait le renforcer de bois et l'utiliser comme stockage. Si cela menait plus profondément dans la colline, il pourrait me conduire une nouvelle galerie et ouvrir plus de la veine. L'interprète Shoshone qui venait parfois au camp a dû entendre parler de la découverte. Ce soir-là, il se tenait dehors près de la cuisine avec 2 anciens, regardant les lampes brûlées à l'entrée de la galerie. J'ai vu Briggs parler avec lui pendant un court moment. Ils ont échangé quelques paroles et Briggs a fait un geste tranchant de la main qui a mis fin à la conversation. L'interprète s'en est allé sans entrer prendre du café. Quand nous nous sommes couchés cette nuit-là, le baraquement semblait plus froid que d'habitude. Le vent poussait contre les murs et envoyait de la poussière fine à travers les fissures. Nous nous sommes rassemblés à la première lumière et avons monté la piste sans beaucoup de conversation. Le givre recouvrait les rails et les faisait briller blancs à la lumière de la lampe. À l'entrée de la galerie, les bois étaient humides et rugueux au toucher. Nous avons vérifié nos lampes et nous sommes entrés. L'air était plus froid près de l'entrée et s'est réchauffé à mesure que nous descendions. Mes mains se sentaient serrées autour du manche de mon pic et j'entendais Sparrow respirer derrière moi, lent et prudent. À la poche que nous avions ouverte, la tranche coupée montrait du charbon dur autour d'un écart noir. Connelly s'accroupit et tint sa lampe près. La flamme s'est penchée vers le vide, puis s'est stabilisée. Il nous a regardés et a dit que l'air au-delà était immobile. Briggs arriva quelques moments plus tard avec une bobine de corde et un tableau noir pour les notes. Il nous a dit de garder notre calme et de suivre les instructions. Il voulait 3 hommes à travers l'ouverture tandis que le reste l'élargissait et maintenait la ligne sécurisée. Il m'a choisi Connelly et Thomas Ward pour aller en premier. Alvarez a secoué la tête une fois, mais n'a rien dit quand Briggs lui a dit de rester avec l'équipe de soutien. Nous avons enlevé nos vêtements pour éviter de nous accrocher sur des bords rugueux. Nous avons jeté la corde sur nos épaules et nous nous sommes glissés à travers. Le charbon a gratté mon dos et a laissé de la poussière dans ma bouche. De l'autre côté, je me tenais dans une basse chambre avec un sol de terre compacté. Le plafond était assez proche pour que je doive me pencher. Le faisceau de ma lampe montrait les murs s'étendant dans une courbe. L'espace avait une odeur sèche, vieille et aigre. Ma respiration se sentait plus lourde à la fois. J'ai appelé en arrière en disant que nous étions en sécurité. Connelly et Thomas m'ont rejoint. Nous avons attaché la corde à une souche de roche et nous nous sommes déplacés le long du mur. La chambre s'est élargie en ovale.
Au centre se tenait un pilier de pierre pâle qui ne correspondait pas au charbon environnant. Sa surface était lisse et dure, avec des lignes peu profondes coupées à travers elle dans un motif que je ne reconnaissais pas. Thomas a passé ses doigts dessus et a dit que ce n'était pas naturel. Nous avons tous reculé sans le vouloir. Le motif ne ressemblait pas à l'écriture que je connaissais et ne ressemblait pas à des fissures aléatoires. J'ai marché autour du pilier et j'ai trouvé un passage étroit menant à un angle légèrement vers le bas. Les murs là n'étaient pas lisses. Ils montraient d'eau des marques inégales comme si de nombreux bords d'outils avaient travaillé là pendant longtemps. Les bords n'étaient pas propres. Ils avaient de petits éclats qui suggéraient des mains dures et de la répétition. Ma lampe montrait de petits tas de poussière sous certaines des crêtes. Le sol avait des dépressions peu profondes qui formaient une piste. La forme n'était pas un talon de botte et pas un sabot. Chaque dépression avait une extrémité longue et deux extrémités plus courtes qui se couraient. Je m'accroupis et en ai touché une avec mes doigts. Le bord était net, pas ancien. Connelly m'appela pour que je revienne au pilier. Il avait trouvé quelque chose sur le sol près de sa base. C'était une bande de matière pâle qui se pliait sans se casser. Un côté était lisse et sec. L'autre avait de petites crêtes dans un motif régulier. Il l'a levée et l'a tenue près de sa lampe. La surface captait la lumière d'une manière terne. Il a dit que ça ressemblait à une peau d'une certaine sorte. Thomas fronça les sourcils et lui dit de la poser. Connelly l'a posée sur une roche et s'est essuyé les mains sur son pantalon. Nous avons entendu le reste de notre équipe venant à travers l'ouverture. Leurs lampes ont ajouté plus de lumière et ont jeté de longues ombres à travers la chambre. Briggs entra en dernier et alla directement au pilier. Il a passé sa main sur les gravures, puis s'est reculé et a dit à Sparrow de dessiner ce qu'il voyait sur le tableau noir. Les mains de Sparrow tremblaient un peu, mais il a dessiné les lignes avec soin. Alvarez se tenait près du passage étroit et regardait l'obscurité, son visage immobile. Briggs a demandé des informations sur les marques au sol. Je les lui ai indiquées. Il s'est accroupi et les a suivies des yeux jusqu'où elles se transformaient dans le passage. Il a dit à Ellie Ward d'apporter 2 bois et de les mettre à l'entrée pour renforcer le toit. Ellie est retournée à travers l'ouverture avec Alvarez pour chercher le bois. Pendant qu'ils étaient partis, nous avons mis en place une ancre simple pour la corde autour du pilier et en avons pris une longueur avec nous. Briggs voulait que nous 3 et Sparrow entrions dans le passage tandis que lui et les autres élargissaient la chambre et prenaient des mesures. Nous nous sommes déplacés en file indienne avec moi en avant. Le passage penchait vers le bas et s'incurvait à droite. Les murs étaient proches et nos épaules les frôlaient. Le sol contenait plus des mêmes dépressions et en quelques endroits il y avait des marques de traînage entre elles. Je me suis arrêté et j'ai pressé ma paume contre la rainure. C'était peu profond mais droit. Connelly a chuchoté que l'air se sentait plus chaud. Je l'ai remarqué alors. Ma lampe brûlait plus régulièrement et ma peau se sentait humide. Nous sommes arrivés à une fourche. La branche à gauche avait un plafond bas et une forte odeur aigre et minérale. La branche à droite s'enfonce plus abruptement et portait un faible courant d'air qui touchait mon visage. J'ai écouté et j'ai cru entendre un léger cliquettement quelque part loin en bas. Pas fort, plus comme de petites pierres se touchant ensemble dans un rythme lent. Sparrow l'a entendu aussi. Il a avalé et a changé sa prise sur le tableau noir. Nous avons choisi la branche de droite à cause de l'air qui se déplaçait. La corde se déroulait derrière nous à la chambre. J'ai marqué le mur à la fourche avec une entaille et j'ai continué. Après 20 yards, le passage s'est élargi en une autre chambre plus petite que la première. Le plafond s'est élevé. Le sol contenait des fragments éparpillés de matière pâle dans des formes minces. Je me suis agenouillé et en ai pris un. Il s'est émietté sous mes doigts et a laissé un résidu poudreux. L'odeur ici était plus forte, proche de l'odeur près de la branche de gauche, mais pas aussi intense. La lampe de Connie montrait des taches sombres et des zones sur le sol.
Elles étaient vieilles et sèches. Sparrow a pointé le mur opposé où des rainures verticales étroites allaient du sol à la hauteur de l'épaule. Les rainures étaient lisses et régulièrement espacées. À la base de l'une d'elles reposait une simple pile de pierres arrangées en anneaux avec un résidu noir au centre. J'ai touché le résidu et il a taché mon doigt. L'anneau n'était pas assez grand pour notre type de feu. Il ressemblait plus à un endroit pour chauffer de petites choses. Il y avait de fins os près d'elle, fragiles et creux. Je ne reconnaissais pas l'animal. Nous n'avons pas parlé pendant 1 minute. Le léger cliquettement loin en bas est venu à nouveau, puis s'est arrêté. J'ai senti les cheveux se lever sur mes avant-bras. Sparrow a chuchoté que nous devrions faire demi-tour et dire à Briggs. J'ai été d'accord. Nous avons marqué la chambre dans nos notes, avons scanné les murs à nouveau et sommes ressortis par où nous étions venus. À la fourche, l'odeur de la branche de gauche était plus forte qu'avant et l'air se sentait plus mouillé. J'ai fait une nouvelle entaille et nous avons commencé à retourner. Dans la première chambre, Alvarez et Ellie avaient mis le renfort et coupé l'an des cales. Briggs se tenait avec Thomas, comptant ses pas autour du pilier. Il a regardé vers le haut quand nous sommes entrés et a demandé ce que nous avions trouvé. Nous lui avons parlé de la chambre inférieure, de l'anneau de pierre, des rainures dans le mur et des vieilles taches. Il a demandé le son. J'ai dit, il venait et disparaissait. Il a hoché la tête et nous a dit que nous aurions besoin de pousser plus loin au prochain passage. Il a parlé d'un ton égal et a gardé ses yeux sur le tableau noir. Les lignes de Sparrow sont sorties nettes et simples. Nous avons travaillé pendant 2 heures supplémentaires en renforçant l'entrée, en mesurant la chambre principale et en prenant note des gravures. Briggs nous a dit de ne pas faire circuler la parole autour du camp. Il a dit que les hommes quittaient quand ils ne comprenaient pas quelque chose. Il a dit que la compagnie apporterait bientôt un vrai géomètre et que cela réglerait les choses. Il n'a pas dit quand. En sortant, Alvarez s'est penché et a ramassé la bande que Connelly avait trouvée. Il l'a sentie, l'a tenue près de sa joue, puis l'a reposée. Il n'a regardé aucun d'entre nous. Dehors, le vent s'était levé et une fine grille se déplaçait sur le sol. Nous sommes retournés au camp la tête baissée, les lampes couvertes. Ce soir-là, l'interprète Chochonnet est venu à nouveau, cette fois avec seulement un ancien. Ils attendaient auprès de la porte de la cuisine jusqu'à l'arrivée de Briggs. Je me tenais assez près pour entendre. L'ancien parlait d'une voix basse et l'interprète traduisait. Il a dit que la crête contenait de vieilles chambres qu'il valait mieux laisser tranquilles. Il a dit que les chasseurs ne marchaient pas près de là en hiver parce que quelque chose se déplaçait quand la terre dormait. Briggs lui a dit que la compagnie avait du travail à faire. L'ancien a levé sa main une fois, paume vers l'extérieur, puis s'en est allé avec l'interprète sans prendre de café. Sparrow s'est assis avec moi dans le baraquement après le souper. Il nettoyait le verre de sa lampe avec un chiffon et a demandé si je croyais l'ancien. Je lui ai dit que je ne savais pas encore à quoi croire. Connelly prétendait ne pas écouter, mais gardait ses yeux sur nous. Alvarez s'était assis sur son lit et aiguisait son petit couteau avec des coups réguliers. Les frères Ward jouaient aux cartes avec des voix basses. Je me suis réveillé avant l'aube à un bruit que je ne pouvais pas identifier. Ce n'était pas du vent ou le grincement des murs. C'était un bourdonnement sec en direction de la crête, faible mais régulier. Il a continué pendant plusieurs respirations puis s'est arrêté. Personne d'autre ne s'est agité. Je me suis couché immobile jusqu'à ce que le poêle claque alors que le fer refroidissait. Puis j'ai ressommé. Le matin, Briggs a assigné un nouvel ordre. Il voulait que Thomas mène le prochain avancement avec moi et Connelly derrière, Sparrow pour enregistrer, Alvarez et Ellie pour porter des bois, et le reste pour enlever les déblais. Il portait un petit pistolet sous son manteau que je n'avais pas vu avant. Il m'a surpris en regardant et a dit que c'était la propriété de la compagnie. Nous avons rassemblé notre équipement et sommes montés sur la piste. À l'intérieur de la colline,
L'air se sentait plus chaud que le jour précédent. Une fine poussière flottait dans les lampes et se déplaçait par vagues. À la fourche, nous avons tourné à droite à nouveau et avons suivi nos marques. La chambre inférieure ressemblait à la même, sauf pour une chose. L'anneau de pierres avait été dérangé. Quelques morceaux s'inclinaient vers l'extérieur. Et le résidu noir montrait un nouveau barbouillage qui était plus sombre au bord. Connelly jura entre ses dents. Le crayon de Sparrow s'arrêta sur le tableau puis s'est remis à bouger. Nous avons gardé le silence pendant un long moment et avons écouté. Le léger cliquettement monta à travers le sol plus près qu'avant. Il venait par paires avec une pause entre elles. Alvarez a fait un pas vers le mur opposé et s'est arrêté. Il était devenu pâle. Il a pointé le doigt vers le sol près des rainures. Là, dans la poussière, une nouvelle série de dépressions traversait nos empreintes de pas. Elles menaient du mur opposé au passage et vers le bas, dans le noir. Les bords étaient nets. La poussière avait une légère ondulation où quelque chose avait traîné. Briggs nous a dit de tenir nos positions. Il s'est mis à genoux et a regardé les marques sans les toucher. Il s'est levé et a dit que nous irions de l'avant une courte distance, puis retournerions signaler. Il m'a choisi Thomas et lui pour aller. Connelly a dit à Sparrow de continuer à dessiner. Alvarez s'est reculé vers le passage et a posé sa lampe sur une roche pour plus de lumière. Nous avons tiré la corde serrée et avons avancé dans la gorge plus profonde de la colline. Nous nous sommes déplacés en palant. Le passage s'est rétréci et nous a forcés à nous tourner latéralement pendant une section. Notre lampe tremblait un peu parce que nous essayions de ne pas respirer fort. L'air se sentait plus lourd à mesure que nous avancions. Cela faisait que ma poitrine se sentait serrée. Mes bottes ont touché des graviers lâches qui s'enfonçaient sous mes semelles et faisaient un bruit de cliquettement sec. Briggs gardait sa main sur son manteau où le pistolet était assis. Thomas tenait sa lampe devant lui, le bras verrouillé droit. La texture des murs a changé après que nous ayons descendu 10 yards supplémentaires. Le charbon s'est transformé en une pierre plus sombre qui avait des veines minces d'un minéral gris s'exécutant dans des chemins irréguliers. Cela ne réfléchissait pas la lumière de la lampe. Cela l'avalait. Au-delà de ce point, le son sous nos pieds était régulier. Le même motif à 2 coups avec une pause. Aucun changement de rythme. Aucun changement de direction. Cela m'a fait penser à quelque chose travaillant à une tâche avec patience. Nous avons atteint une autre chambre. Celle-ci était assez haute pour que la lumière de la lampe n'atteigne pas le plafond. Le sol était sec. La roche sous nos bottes était lisse et dure. Il y avait des piles de pierres cassées dans les coins, chacune pas plus haute que la taille d'un homme. Certains morceaux étaient minces et courbes. D'autres étais longs courts et volumineux. Aucun n'était du charbon. Ils étaient trop pâles. Il y avait quelque chose dans cette pièce qui me faisait frissonner. Ce n'était pas une sensation d'être observé. C'était la sensation que nous empiétions sur un terrain déjà utilisé par quelque chose qui avait quitté seulement quelques moments avant. Il n'y avait pas de piliers gravés, pas de symbole, juste une seule autrette creusée bas dans le sol qui courait de près de l'entrée au mur opposé. L'autrette avait du résidu séché le long de sa longueur. Thomas s'accroupit pour regarder plus près et se gela sur place. Briggs s'agenouilla à côté de lui et se pencha. Il a tendu son pouce vers le bas et a touché le résidu. Son visage s'est raidi quand il l'a levé. Le résidu était rouge, pas décoloré, pas poudreux, rouge. Il a sifflé une respiration et nous a dit de retourner. Nous n'avons pas argumenté. Nous sommes retournés par où nous étions venus, prudents à ne pas traîner la corde. Quand nous sommes retournés à la chambre inférieure, les autres étaient exactement où nous les avions laissés. Sparrow tenait le tableau noir contre sa poitrine, les yeux grands. Alvarez n'avait pas bougé de la roche où il avait posé sa lampe. Connelly avait son pic dans les 2 mains comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se précipite du noir. Briggs a dit à tout le monde de revenir à la première chambre. Il n'a pas levé la voix.
Il n'a pas paniqué. Il a seulement parlé en mots courts et en ordre clair. Il a dit à Sparrow de prendre le tableau et a dit à Alvarez et Ellie d'apporter les bois. Nous nous sommes déplacés en une seule file line vers le haut du passage. Quand nous avons atteint la première chambre, Briggs nous a dit de nous rassembler autour de lui. Il a dit que nous scellerions le passage jusqu'à l'arrivée d'une équipe d'arpentage. Il a dit que nous dirions à personne en dehors de cette équipe, jusqu'à ce que la compagnie décide quoi dire. Il a dit « Ce qui était dans la chambre inférieure n'était plus nos préoccupations. » Les frères Ward ont hoché la tête sans parler. Alvarez s'est tourné et a essuyé la poussière froide de ses yeux avec le dos de sa manche. Connelly a regardé le sol jusqu'à ce que Briggs lui dise de le regarder dans les yeux et confirme qu'il comprenait. Quand nous avons atteint l'entrée de la galerie, la lumière du jour semblait étrange. Elle était trop brillante. L'air froid dehors semblait mince. La colline derrière nous ressemblait à toute autre colline, mais elle avait maintenant du poids dans mon esprit qu'elle n'avait pas avant. Nous sommes retournés à la piste vers le camp en silence. Les hommes dehors nous regardaient avec des questions sur leur visage, mais personne ne parlait. Briggs est allé directement à son bureau et a fermé la porte. Cette nuit-là, le baraquement se sentait tendu. Les hommes se déplaçaient tranquillement et parlaient à voix basse. Sparrow était couché sur son lit et regardait fixement les chevrons. Connelly s'était assis sur le bord de son lit et se frottait les mains ensemble encore et encore, comme quelqu'un essayant de se débarrasser de quelque chose sur sa peau. Alvarez priait tranquillement en espagnol. Les frères Ward fumaient et ne disaient rien. Je me suis assis sur mon lit et j'ai essayé de mettre la forme de ces dépressions dans mon esprit à côté de chaque empreinte que je connaissais du monde naturel. Aucune ne correspondait. Tout ce que j'avais, c'était l'incertitude qui se cristallisait en une douleur terne dans ma poitrine. 2 heures après l'extinction des feux, je me suis réveillé au même bruit sec à 2 coups que j'avais entendus avant l'aube. Il était plus fort maintenant. Il venait en rythme régulier en direction de la crête. Je suis sorti et j'ai vu les autres hommes se tenant là aussi, dispersés en silence en dehors de leur porte. Nous l'avons tous entendu. Ce n'était pas du vent ou un éboulement. C'était délibéré. Il a duré plusieurs minutes, puis s'est arrêté sans s'estomper. À l'aube, nous sommes remontés sur la piste, mais Briggs nous a arrêtés à l'entrée de la galerie. Il a dit que la compagnie arrêterait tous les travaux souterrains jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'arpentage. Les équipes de travail seraient transférées à l'expansion de la tour de triage et au dégagement des stériles. J'ai vu de la colère chez certains des hommes qui n'étaient pas entrés dans la colline. L'un a dit « Nous avons trouvé de l'or et nous le cachons ». Un autre a dit « Les Shoshonés ont maudit la crête ». Briggs leur a dit de fermer leur gueule et de faire ce pour quoi ils étaient payés. Les 2 jours suivants ont été lents et agités. Le coup venait chaque nuit et parfois en courte rafale pendant l'après-midi. Les hommes qui n'étaient jamais entrés dans la colline sont devenus irritables. Sparrow a perdu du poids rapidement. Alvarez a refusé d'approcher la crête. Connelly a commencé à boire tôt le matin. Les frères Ward regardaient dans la colline de derrière l'hangar d'outils et ne disaient absolument rien. La 3e nuit, les coups sont venus plus près. Au lieu de venir de profondément sous la crête, le bruit semblait se déplacer vers le camp. Il était encore faible, mais n'était plus distant. Il portait à travers l'air froid comme quelque chose d'égal et patient se rapprochant de la distance. J'étais dehors quand cela s'est produit. Le ciel était clair et plein d'étoiles. Le bruit est devenu assez fort pour faire que les hommes se regardent avec une sorte d'accord silencieux que nous avions franchi une ligne. Nous avons formé un petit groupe près de l'hangar d'outils. Sparrow se tenait entre moi et Connelly. Alvarez se tenait derrière nous près du mur. Les frères Ward se sont déplacés vers l'avant et ont écouté avec leurs mains sur leur ceinture. Le coup s'est arrêté. Le silence qui a suivi avait du poids. Puis le bruit est venu à nouveau, mais cette fois en provenance de sous nos pieds. Un simple raclage sec près de la porte de l'hangar d'outils.
Un deuxième raclage près de la fondation du baraquement. Nous avons tous reculé. Briggs est sorti de son bureau avec le pistolet dégainé. Il n'a pas crié aux hommes de se calmer ou de retourner à leur lit. Il a seulement demandé d'où venait le bruit. Thomas a pointé le sol près du mur de l'hangar. Briggs a levé le pistolet et a dit à tout le monde de s'écarter. Le sol sous l'hangar a donné un seul clic aigu comme la pierre sur l'os. Puis le silence. Briggs a baissé le pistolet et a dit à tout le monde de retourner à l'intérieur. Il a dit que nous formerions une garde armée jusqu'à l'aube. Il n'a rien dit d'autre. Les hommes ont obéi parce qu'il n'y avait pas d'autre pensée à laquelle s'accrocher. Je suis resté éveillé pendant la plupart de cette nuit, avec ma lampe brûlant bas et mon dos appuyé contre le mur du baraquement. Ma poitrine faisait mal chaque fois que je respirais. Sparrow s'était assis sur son lit et regardait fixement la porte. J'ai essayé de fermer les yeux, mais le souvenir de cette chambre inférieure revenait chaque fois. L'eau traite, le résidu rouge, les nouvelles dépressions dans la poussière. Nous n'étions pas seuls dans cette colline. Cela était devenu certain. Briggs nous a divisés en paires pour la garde. J'étais avec Connelly. Nous avons pris le premier quart dehors près de l'hangar d'outils. L'air nocturne se sentait sec et aigre, et les étoiles semblaient délavées. Notre lampe s'assit sur une caisse entre nous. Connelly reposait le manche de son pic à travers ses genoux. Il a chuchoté qu'il avait travaillé dans les mines depuis qu'il était garçon, et rien ne s'était jamais senti comme ça. Il a dit que chaque mine avait sa propre odeur, son propre bruit, sa propre humeur, mais c'était quelque chose de séparé de n'importe quel endroit que les hommes avaient creusé. Il a dit que ça ressemblait à la colline ayant son propre ordre, et nous l'avions perturbé. Je n'ai pas répondu. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Nous avons gardé la veille pendant 2 heures et n'avons rien entendu. Il n'y avait pas de vent, pas de coups, pas de raclage, juste un silence immobile qui faisait que chaque respiration se sentait trop forte. Quand notre quart s'est terminé, les frères Ward nous ont relevés. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai essayé de dormir à nouveau, mais je ne pouvais pas. Le poêle était devenu bas et le froid s'assit lourd dans le baraquement. Sparrow n'avait pas dormi du tout. Il s'était assis le dos contre le mur de rondins et ses genoux relevés à sa poitrine. À l'aube, le cuisinier a sonné la cloche pour le petit déjeuner, mais seulement la moitié des hommes sont venus manger. Certains n'avaient même pas dormi. Certains avaient peur de sortir. Briggs a ordonné aux mineurs qui n'étaient même pas entrés dans la crête de continuer à déplacer les stériles. Il a dit à notre petit groupe de rester près du camp et de se reposer jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'arpentage. Il ne savait pas quand ce serait. Il a seulement dit qu'il venait d'Elko par rail, mais c'était des jours de distance. Nous sommes restés près du baraquement la plupart de cette journée. Personne ne voulait s'approcher de l'entrée de la galerie. Les hommes qui déplaçaient les stériles maudissaient entre leurs dents et regardaient constamment vers la crête. L'ancien Shoshone et l'interprète sont revenus près de midi. Ils se tenaient loin du camp jusqu'à ce que Briggs s'approche. J'ai vu Briggs parler avec eux à nouveau. Cette fois, l'ancien a secoué la tête lentement comme quelqu'un regardant une porte se fermer qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Il a placé une petite bourse enveloppée de peau sur le sol et a gesticulé pour que Briggs la laisse là. Briggs a refusé. Il a donné un coup de pied à la bourse de côté et s'en est allé. Cette nuit-là, les coups sont revenus, mais maintenant ils venaient par rafales irrégulières. 3 coups, une pause, 2 coups, un long silence, 4 coups. Chaque coup se sentait porté par intention. Nous nous sommes tous rassemblés dehors du baraquement et avons écouté. Briggs s'y tenait aussi avec le pistolet à la main. Il nous a dit d'entrer. Nous nous sommes déplacés rapidement cette fois. Personne n'a argumenté. C'était après minuit quand le premier cri fit sursauter chaque homme au lit. Il provenait de dehors, près de la tour de triage. Je courais vers la porte avec Connelly et Sparrow derrière moi. Quand nous avons marché dans le froid, nous avons vu Ellie Ward courir vers le camp. Ses bras s'agitaient et ses yeux étaient grands ouverts.
Sa voix se cassait dans sa gorge alors qu'il essayait de nous dire quelque chose. Ses paroles n'avaient aucun sens. Il gardait pointant du doigt vers la crête. Thomas courut vers lui, saisit ses épaules et essaya de le calmer. Mais Ellie commença à griffer sa propre chemise, puis à sa gorge comme si quelque chose à l'intérieur ne le laisserait pas parler. Il s'effondra devant nous et s'étendit immobile. Quand je me suis agenouillé à côté de lui, sa poitrine ne bougeait pas. Ses yeux étaient ouverts et regardaient droit vers le haut. Thomas regarda vers le bas de son frère et trembla d'une manière lente et rigide. Il ne pleura pas, il ne cria pas. Il a mis sa main sur la poitrine d'Ellie, l'a laissée là, puis a regardé Briggs sans expression. Briggs nous a dit de porter le corps à l'hangar d'outils jusqu'au matin. Nous l'avons placé sur un établi près de l'arrière. Thomas s'est tenu dehors de la porte et a refusé de partir. Aucun d'entre nous n'a essayé de le tirer. Quand l'aube s'est levée, Briggs voulait enterrer Ellie. Thomas a refusé. Il a dit que nous avions besoin d'attendre l'équipe d'arpentage pour qu'il voie tout. Briggs a argumenté que le Nevada Sun pouvait pourrir un homme en jour, mais Thomas ne donnerait pas le corps. Briggs a finalement accepté de laisser Ellie où il était. À midi ce jour-là, un autre changement s'est emparé du camp. Le sol près de l'entrée de la galerie montrait de nouvelles marques, pas des pistes sur la surface. Des sillons profonds et étroits dans la saleté comme quelque chose de pointu avait été traîné vers l'entrée. Les marques n'étaient pas larges. Elles étaient minces et régulières. Elles menaient directement à l'entrée de la galerie puis disparaissaient sous les bois. Briggs nous a ordonné à tous de rester loin. Il avait les hommes qui n'étaient jamais entrés dans la colline rassembler leurs affaires et partir à pied vers le camp de rail le plus proche à 20 miles de distance. La compagnie ne l'aurait pas permis s'il l'avait le découvert, mais Briggs ne semblait plus s'en soucier. Il a dit qu'il ne serait pas payé pour la dernière semaine, mais ils n'ont pas argumenté. Ils ont emballé et se sont éloignés rapidement sans regarder en arrière. Notre groupe est resté. Moi, Connelly, Alvarez, Sparrow, Thomas Ward, Briggs, 6 hommes maintenant. Nous avons passé la journée à l'intérieur du baraquement avec les fenêtres bloquées. Les coups ont recommencé au coucher du soleil et ont grandi plus fort que n'importe quelle nuit auparavant. Les planches du plancher tremblaient de vibrations subtiles. Sparrow tressaillait avec chaque coup. Briggs s'était assis à la table avec le pistolet à côté de lui et ne regardait jamais loin de la porte. Près de minuit, le bruit s'est arrêté. Le silence soudain a fait que chaque respiration se sentait dangereuse. Dans le calme, un nouveau bruit est venu. Un léger raclage sur le bois dehors de la porte du baraquement. Puis un deuxième raclage. Connelly a chuchoté pour nous de ne pas bouger. Briggs a levé le pistolet. Sparrow a saisi mon avant-bras si fort que ses ongles ont creusé dans ma peau. Quelque chose s'est appuyé légèrement sur la porte. Le bois s'est plié vers l'intérieur, pas assez pour se casser, assez pour montrer la force. Briggs a visé le centre du panneau. La pression s'est relâchée. Le raclage s'est déplacé vers la fenêtre. Le verre a fait un son souple comme un doigt glissant à travers sa surface. Thomas a chuchoté le nom de son frère, non par espoir, par instinct. Il tenait le couteau qu'il avait aiguisé plus tôt. Le raclage s'est arrêté. La colline s'est tue complètement. Puis le rythme du coup à 2 coups a recommencé, mais cette fois il venait du sous-sol sous le sol. Briggs a tiré un seul coup directement dans les planches sous lui. Le son qui remonta du sous-sol était un râle bas qui ne correspondait pas à n'importe quelle gorge humaine. À l'aube, les coups se sont terminés. Le sous-sol s'est tu. Pas de raclage, pas de pression sur le bois, rien. Quand nous avons marché dehors, le sol autour du baraquement montrait de nouvelles dépressions fraîches dans la saleté. La même forme que celle de la chambre inférieure. Étroite à une extrémité, plus large à l'autre, avec de légères crêtes de chaque côté. Elle formait un anneau autour du baraquement, espacé régulièrement en parfaite patience. J'ai réalisé alors que nous étions mesurés.
Nous sommes restés proches ensemble ce matin-là. Aucun d'entre nous ne voulait se tenir seul ne serait-ce que quelques pas. Briggs nous a dit que nous ne retournerions pas à l'intérieur de la colline sous aucune circonstance. Il a dit que nous attendrions l'équipe d'arpentage puis que nous partirions dès moment de son arrivée. Il a dit qu'il pouvait ingérer tout ce qui était là-bas. Il essayait de parler fermement, mais sa voix était rauque. Sa chemise était dégagée et sa main droite tremblait quand il essayait de remettre le pistolet dans son manteau. Thomas se tenait près de l'hangar d'outils avec la porte ouverte et regardait à l'intérieur du corps de son frère. La forme raide sur l'établi se sentait irréelle à la lumière du jour. Le soleil faisait que tout semblait ordinaire à nouveau. Cela m'a plus perturbé que la nuit. La lumière normale ne nous donnait aucune vérité. Cela nous a seulement forcés à vivre à côté de ce que nous avions déjà compris mais ne voulions pas dire. Sparrow ne mangeait rien. Il s'assit près des marches du baraquement avec son dos enfoncé contre le mur et ses genoux enfoncés à sa poitrine. Il tenait le tableau noir qu'il utilisait dans la chambre, mais ne le regardait jamais. Alvarez marchait sur le bord du camp dans un lent cercle marmonnant et jetant des coups d'œil à la crête chaque quelques secondes. Connelly polissait l'extrémité en métal de son pic en s'asseyant sur une caisse retournée. Il ne parlait pas. Il ne fredonnait plus. Briggs m'a ordonné de brûler la corde que nous avions utilisée à l'intérieur des chambres. Il a dit « Tout ce qui a touché ces espaces devrait être détruit ». J'ai pris la bobine dehors du camp, j'ai empilé du bois et je l'ai allumée. La corde s'est rétrécie et noircie rapidement. L'odeur était rude. Quand je suis retourné, Alvarez a demandé si je sentais quelque chose de différent. Je lui ai dit « Non », ce qui n'était pas entièrement honnête. J'ai senti une pression étrange à l'intérieur de mon crâne. Pas de douleur, pas de peur, quelque chose qui s'assit en dessous de ces choses. 2 heures plus tard, tandis que le soleil se tenait haut, une longue fissure aiguë est venue en direction de la crête. Ça ressemblait à une dalle de pierre se cassant sous la tension. Puis est venu un bas, broyage continu de la terre. Nous avons tous tourné vers l'entrée de la galerie. Les bois autour de l'entrée se sont légèrement décalés. La poussière s'est levée des fissures et dérivée dans l'air. Le sol sous nos pieds s'est secoué une fois, avec une courte secousse. La vibration s'est déplacée à travers les semelles de nos bottes, puis s'est arrêtée. Connelly a juré entre ses dents. Sparrow a fermé les yeux et a abaissé la tête. Briggs s'est tenu immobile pendant plusieurs secondes, puis a appelé tous les hommes au centre du camp. Il a dit que si la colline était instable, elle pouvait s'effondrer et nous prendre avec elle. Il a dit que nous déplacerions notre équipement vers le côté du camp et que nous attendrions là. Il n'a rien dit des gens lézards ou des monstres, ou de quelque chose d'invisible. Il a refusé de dire les mots, peut-être parce que les dire les rendrait réels d'une manière qu'il ne pourrait pas inverser. Nous avons déplacé tout ce que nous pouvions porter. Nous avons choisi une place près du ruisseau où le sol était ouvert et plat. Le soleil l'atteignait complètement et cela se sentait plus sûr que les ombres près de la crête. Thomas refusait de déplacer le corps de son frère. Il a dit qu'Ellie ne serait pas laissée seule. Briggs lui a dit d'apporter le corps. Thomas a refusé, donc le corps est resté dans l'hangar d'outils. En fin d'après-midi, le vent s'est levé. Une fine poussière s'est élevée de la crête et a soufflé vers le camp en minces rideaux. Elle portait une odeur faible qui me rappelait la chambre étroite au-delà de la fourche. Aigre, minéral, lourd. À mesure que le soleil tombait vers l'horizon, nous avons entendu les coups à nouveau. Cette fois, ils ne sonnaient pas de la crête. Ils sonnaient de sous l'hangar d'outils, le même rythme lent qu'avant. 2 coups, pause. 2 coups, pause. Exactement le même espacement que cette première nuit quand ça avait commencé. Thomas a dégainé son couteau et a marché vers l'hangar. J'ai bougé pour le suivre, mais Briggs m'a saisi la manche de mon manteau et m'a dit de rester en place. Thomas n'a jamais arrêté. Il a marché droit dedans. Nous avons entendu ses pas s'estomper sur le plancher en bois. Un moment plus tard,
Un seul bruit sec de bois venait de l'intérieur, puis le silence. Briggs a levé le pistolet et a couru vers l'hangar avec Alvarez derrière lui. Connelly s'est déplacé derrière eux. J'ai atteint la porte alors que Briggs l'arrachait. Thomas se tenait à l'intérieur avec les deux mains serrées autour du bord de l'établi. Ses épaules montaient et descendaient en mouvements peu profonds. Sa tête était légèrement inclinée. Son frère s'étendait exactement où nous l'avions placé. Aucun mouvement, aucun décalage. Rien n'avait changé du moment où nous avons quitté le corps ce matin-là. Briggs a appelé le nom de Thomas. Pas de réponse. Il s'est rapproché et a placé une main sur l'épaule de Thomas. Quand Thomas a levé les yeux, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'appartenait pas à un homme se tenant à la lumière du jour. Ses pupilles étaient larges. Sa mâchoire était tendue d'une manière que je n'avais jamais vue. Il a chuchoté que quelque chose se déplaçait sous le plancher. Il a dit qu'il l'a senti appuyé contre les planches sous ses pieds. La façon dont il l'a dit n'était pas frénétique, c'était plat, comme s'il l'avait accepté. Nous nous sommes éloignés et nous avons quitté l'hangar. Nous avons essayé de convaincre Thomas de partir, il refusait. Il a dit qu'il n'abandonnerait pas Ellie. Il s'est assis près de la porte de l'hangar avec le couteau dans sa main droite et le corps de son frère derrière lui sur l'établi. La nuit est arrivée sans couleur dans le ciel, juste une rapide transition vers le noir. Nous avons allumé 3 lampes et les avons placées dans un triangle autour de notre nouveau spot de camp. Personne n'a dormi. Sparrow s'était assis entre Connolly et moi avec ses bras enroulés autour de lui. Alvarez a refusé de s'asseoir. Il restait debout. Briggs arpentait. Ses bottes raclaient dans la saleté en cercle serré. Vers minuit, les coups ont recommencé en dessous de l'hangar. Puis les coups se sont déplacés sous le sol entre l'hangar et le ruisseau. Pas rapide, pas fort, juste plus proche. Puis nous avons entendu un deuxième ensemble de coups plus loin, près de l'entrée de la galerie. Puis un troisième ensemble plus loin, à côté du tas de stériles. 3 motifs distincts se déplaçaient à la fois. J'ai senti chaque muscle de mon corps se tendre d'un coup. La respiration de Sparrow est devenue courte et rapide. Connelly a abaissé son pic et l'a reposé contre sa cuisse parce que sa main tremblait trop pour le tenir niveau. Le coup s'est arrêté. Le silence a duré assez longtemps pour nous donner de l'espoir pendant une seconde. Puis est venu un nouveau bruit. Un traînage solide à travers le sol près du ruisseau. Lent, long, très proche. Briggs a levé le pistolet vers le bruit. Sa main tremblait. Il s'est reculé jusqu'à se tenir à côté de nous. Les lampes ont clignoté. Puis nous avons vu une forme dans l'obscurité au bord de la lumière. Elle s'accroupissait bas, avec les membres longs pressés près du sol. Sa peau était vert pâle et sèche. Sa tête était étroite et allongée avec des yeux plats et sombres, très écartés. Sa bouche s'ouvrait lentement et montrait des rangées de petites dents pointues. Elle ne produisait pas de bruit. Elle respirait seulement en courtes rafales peu profondes. Derrière elle s'élevait une autre forme, puis une autre. Nous avons complètement gelé. Les lampes montraient leurs mouvements en brefs balancements d'ombre. La plus proche a incliné sa tête dans un court mouvement mécanique. Elle a avancé dans l'anneau extérieur de la lumière de la lampe. Sa peau avait un motif de crête qui se chevauchait sur les côtés de son torse. Ses mains étaient longues et se terminaient par des griffes noires courbes. Elle se tenait maintenant debout, plus grande qu'un homme. Sa poitrine montait et descendait en rythme lent. Briggs a tiré à son visage. Elle ne tomba pas. Elle s'est tournée vers lui sans aucune réaction sur son visage du tout. Et puis elle s'est déplacée rapidement, plus rapidement que n'importe quel homme ne pouvait se déplacer. Elle a frappé Briggs avant que je puisse suivre le mouvement. Une seconde, elle se tenait juste à l'intérieur de l'anneau de la lumière de la lampe. La seconde suivante, elle traversa la distance sans mouvement gaspillé. Elle a frappé son bras et a envoyé le pistolet hors de sa main. Le pistolet tournoya dans l'air et frappa la saleté à 10 pieds de distance.
Briggs cria et s'agenouilla sur un genou. Les griffes de la créature ont laissé 3 coupures verticales nettes à travers la manche du manteau de Briggs. Le sang a coulé vers le bas de son avant-bras rapidement. La créature n'a pas poursuivi. Elle s'est reculée et nous a regardés. Alvarez a crié que nous devions battre en retraite vers le ruisseau. Connelly a saisi Sparrow par le col et l'a tiré. J'ai gardé mes yeux sur la créature la plus proche de nous. Ses yeux sombres ont suivi chaque mouvement que nous avons fait. 2 autres formes se sont déplacées en vue derrière elle. Les 3 ont formé un arc lent pour bloquer le chemin vers la crête. Elles n'essayaient pas de nous forcer vers la mine. Elles nous poussaient plus loin de la base de la colline, comme nous avions empiété, et c'était leur ligne. Thomas a crié de l'hangar qu'il y avait d'autres sous le plancher. Je ne pouvais pas le voir à travers l'ouverture de la porte, mais sa voix semblait différente, non paniquée. Elle avait une certitude terne. Briggs s'est forcé à se tenir debout et a maintenu la pression sur son bras. Nous nous sommes reculés lentement vers le ruisseau. Nous avons gardé nos lampes entre nous et elles. Elles ont réagi en se déplaçant au même rythme, correspondant à chaque pas que nous avons reculé. Quand nos bottes ont frappé les graviers lâches au bord du ruisseau, les créatures ont cessé d'avancer. Leur corps restait immobile. Leur tête nous suivait. La créature la plus proche a soulevé légèrement son épaule dans un petit mouvement et a laissé échapper un bref sifflement sec comme l'air forcé à travers un cartilage étroit. Un autre sifflement a répondu de la gauche, puis le silence à nouveau. Briggs a chuchoté de vérifier l'eau pour un croisement plus profond. Le ruisseau n'était que jusqu'aux genoux, mais large. Traverser dans le noir serait dangereux. Alvarez a dit que nous n'avions pas le choix. Sparrow a dit qu'il ne nageait pas bien. Connelly lui a dit qu'il le porterait si c'était nécessaire. La créature s'est reculée en groupe, ne tournant pas le dos. Elles se sont déplacées vers l'hangar et se sont arrêtées près de la porte où Thomas était encore assis. Alvarez a commencé vers lui, mais Briggs a saisi sa chemise et l'a tiré en arrière. Briggs a dit que Thomas avait fait son choix, et nous ne pouvions pas le tirer sans être coupés à mort avant de l'atteindre. Alvarez a crié que nous ne pouvions pas le laisser là-dedans. Briggs a regardé l'hangar un long moment et a dit « Si Thomas restait, il était déjà perdu ». Cette phrase a fait pleurer Sparrow sans larmes ni bruit, juste de l'air sortant par courtes rafales. À la lumière de la lampe, je pouvais voir la mâchoire d'Alvarez trembler. Thomas n'a pas réagi à nos cris. Il s'assit à l'intérieur de cet hangar avec son frère et les choses en dehors de la porte. Nous avons traversé le ruisseau. Connelly a soulevé Sparrow sur son dos et a gardé sa lampe tenue haut. L'eau était froide et les pierres sous nos pieds étaient glissantes. Ma lampe s'est penchée vers la surface, mais je l'ai stabilisée avant que la flamme ne meure. De l'autre côté, nous avons formé un groupe serré et nous nous sommes enfoncés dans les buissons. La lampe montrait les bas buissons et le terrain accidenté. Nous avons grimpé une petite butte et regardé en arrière à travers le ruisseau. Les créatures se tenaient au bord de l'eau. Elles n'ont pas traversé. Elles ont maintenu leur position et ont continué à nous regarder. Leur posture ne s'est jamais changée. Elles n'ont jamais rompu le motif. La porte de l'hangar tremblait d'un impact à l'intérieur. Puis une seconde fois. Après la seconde, la lumière de la lampe scintillant sur l'eau montrait 2 créatures poussant la porte vers l'intérieur, avec une force lente et contrôlée. Elles sont entrées. Thomas n'a jamais fait de bruit. Nous nous sommes détournés et avons quitté ce camp pour de bon. Nous avons marché vers la petite voie ferrée avec seulement la lumière de la lampe pour nous guider. Les buissons et le gravier lâche rendaient la progression lente. La blessure de Briggs saignait à travers le tissu qu'il avait attaché autour. Mais il ne nous a pas demandé de nous arrêter. Chaque quelques minutes, il regardait en arrière vers la crête, mais il n'a jamais parlé de retourner pour Thomas. Alvarez marmonnait des prières entre ses dents tout le long. Sparrow s'accrochait à la chemise de Connie jusqu'à ce que ses doigts se crampent. Après 2 heures de marche à travers un terrain difficile, nos lampes ont commencé à brûler bas. La lumière s'est amincie et la flamme scintillait plus souvent.
Nous avons trouvé un petit ravin avec un terrain plus élevé et de la terre compactée. Nous avons décidé de nous reposer jusqu'à la première lumière. Connelly a planté son pic dans la saleté et s'est assis le dos appuyé contre. Alvarez s'était assis face à la direction d'où nous venions. Sparrow s'était roulé sur le sol et était tombé dans un sommeil peu profond par épuisement. Briggs a essayé de dormir mais tressaillait chaque fois que la douleur dans son bras pulsait. Mes pensées ne voulaient non pas se calmer. Je ne pouvais pas secouer l'image de ces créatures se tenant dans la lumière de la lampe. Leur immobilité, leur patience, leur retenue délibérée. Elles auraient pu nous déchirer à tout moment, mais elles ne l'ont pas fait. Elles ne se sont jamais déplacées dans la frénésie. Elles se sont déplacées comme des créatures qui avaient évolué souterrainement avec une efficacité précise, une confiance physiologique dans leur propre avantage, aucune réponse de peur liée à la violence. Juste avant l'aube, Sparrow s'est réveillé brusquement d'un cauchemar. Il a dit qu'il voyait un long corridor de pierres lisses et sombres dans une autrette remplie de sang frais. Il a dit qu'il y avait des mains traînant quelque chose à travers le sol en répétition lente. Il n'a pas décrit les mains, il a couvert son visage et a dit qu'il ne voulait pas se souvenir de plus. Quand la lumière du jour a finalement percé, le monde semblait plat et sec à nouveau. La crête derrière nous ressemblait à n'importe quelle autre colline occidentale sans signe de ce qui vivait sous elle. Nous avons continué à marcher vers la petite voie ferrée. Le soleil s'est levé plus haut. Le gravier s'est collé dans la raie de mes yeux et les a fait brûler. Nous avons atteint la petite voie ferrée par l'après-midi. La petite cabane de voie ferrée se tenait là avec une pompe manuelle et une courte section de voie de garage. L'eau avait un goût métallique, mais c'était assez sûr pour boire. Briggs s'est effondré sur le quai et s'est appuyé contre le mur. Il a demandé à Connelly de vérifier son bras. Connelly a coupé la manche et a regardé les blessures. Les coupures étaient nettes et profondes. Les bords étaient trop lisses pour être de la roche. Nous avons attendu là jusqu'au coucher du soleil. Aucune équipe d'arpentage n'est arrivée. Personne ne venait sur les rails. Quand le ciel s'est assombri, Briggs a dit que nous marcherions sur les rails pendant la nuit pour atteindre le prochain camp. Il a dit que quand nous atteindrions la prochaine ville, nous rapporterions tout exactement tel que ça s'était passé. Il a dit que le gouvernement pouvait décider quoi faire, pas la compagnie minière, pas nous. Nous avons recommencé. Marcher sur les rails semblait plus facile que de traverser un terrain accidenté. Sparrow a marché sur les traverses parce qu'il a dit que cela l'aidait à garder son équilibre. Alvarez regardait derrière nous tous les quelques miles. Connelly tenait son pic comme un soldat tient un fusil. Je marchais à côté de Briggs pour qu'il ne trébuche pas à cause de la perte de sang. 2 heures après la tombée de la nuit, nous avons entendu un seul coup loin derrière nous sur les rails. Puis le silence. Aucun deuxième coup, aucun rythme. Juste un seul coup fort se déplaçant le long de la piste d'acier. Sparrow s'est figé sur place. Briggs nous a dit de continuer à marcher. Nous l'avons fait. Nous nous sommes frayés un chemin à travers le vent sec et l'obscurité jusqu'à ce que nous atteignions les lumières à l'horizon juste avant l'aube. Un bureau de télégraphe se tenait au bord du prochain établissement. Briggs est entré et je l'ai suivi. Il est sorti 30 minutes plus tard. Il a dit que les messages avaient été envoyés au plus proche bureau de la loi et aux autorités territoriales. Il a dit que des cavaliers iraient récupérer les corps au camp sec numéro 3. Il a dit que des hommes seraient envoyés pour fermer définitivement la mine. Nous sommes restés dans cet établissement 3 jours. Pendant ce temps, aucun d'entre nous n'a bien dormi. Sparrow a vomi 2 fois par jour à cause des nerfs. Alvarez a refusé d'entrer dans n'importe quel bâtiment avec un sous-sol. Connelly ne pouvait pas rester à l'intérieur plus d'1 heure. Briggs était couché au lit fiévreux et pâle. Sa blessure a développé une mauvaise odeur. Un médecin a été amené mais a dit que le tissu avait l'air empoisonné d'une manière qu'il ne pouvait pas identifier. Le 4e matin, Briggs s'est immobilisé.
Il est mort avant midi. Ses yeux sont restés ouverts. Le médecin a insisté pour sceller son corps immédiatement et l'enterrer avant le coucher du soleil. Nous n'avons pas argumenté. Cette nuit-là, un homme de loi d'un autre district est arrivé. Il nous a tous interrogés séparément. Nous lui avons dit chaque détail. Il a tout écrit, mais n'a pas eu l'air convaincu. 3 jours plus tard, un opérateur de télégraphe nous a dit qu'un message revenait de l'équipe de récupération qui s'était lancée vers l'ancienne Crète. Ils ont trouvé le camp, les baraquements, la tour de triage, l'hangar. Ils n'ont pas trouvé un seul corps. Pas Ellie, pas Thomas, pas Briggs, pas aucun signe de lutte. Chaque bâtiment était vide et propre à l'intérieur. Les racks d'outils n'étaient donc pas touchés. L'entrée de la galerie s'était effondrée sous son propre poids. La colline était scellée. Le sol autour de l'hangar ne montrait aucune dépression ou marque de traînage. L'opérateur a demandé si nous avions inventé toute l'histoire. Aucun d'entre nous ne lui a répondu. J'ai quitté le Nevada cet après-midi-là et ne suis jamais revenu. Sparrow a disparu 1 an plus tard en Idaho. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Connelly est mort de pneumonie en 1909. Alvarez a vécu jusqu'en 1938 et a refusé de parler de cet hiver. Je rêve toujours de la chambre inférieure, des dépressions étroites et de la poussière, de l'odeur de l'air minéral vieux, de l'eau traite longue et lisse creusée avec un but. Je sais ce que nous avons vu. Je sais ce qui marchait dans cette colline, et je sais qu'ils nous ont laissé partir.